Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Palais présidentiel hier mercredi, Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, mise aux normes de la CAF et de la FIFA des stades ivoiriens devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Des bus de la Sotra bientôt à Bouaké, haute ville de l'intérieur. Intégration plus approfondie des personnes handicapées, à suivre le point de ce Conseil des ministres. Organisation de la COCAN 2023 après Korogo et Bouaké. Le ministre François-Albert Amichia à la tête d'une délégation s'est rendu à Yamoussoukro pour une visite des infrastructures sportives censées accueillir l'événement. Plateau technique, sanitaire et hôtelier visité. Au Soudan, après le coup d'État manqué de mardi, attribué par les autorités à des partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir, militaires et civils se renvoient la balle de la responsabilité de cette tentative de coup d'État. On en parle dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Des bus de la Sotra d'ici peu déployés dans la ville de Bouaké et autres villes de l'intérieur du pays. Une intégration plus approfondie des personnes handicapées dans le monde du travail. La mise aux normes de la CAF, de la FIFA, des stades ivoiriens devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voici quelques décisions importantes qu'il convient de retenir du Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. Conseil tenu sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Viviane Haïm. Au tableau du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, on relève la signature d'un projet de loi, la signature de 7 décrets, l'accord de nomination de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers et l'adoption de 10 communications émanant de différents ministères. Économie, développement des infrastructures, au volet social, 2 décrets ont été adoptés relatifs à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. Ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. Après Abidjan, le déploiement de la Sotra à Bouaké est désormais réalité. Le gouvernement entend poursuivre cette extension dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la Sotra dans la ville de Bouaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la Sotra à Bouaké est prévue pour ce vendredi 24 septembre 2021, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Bouaké. Et à l'horizon 2023, la Sotra va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la Sotra ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo. Crash de l'avion de l'armée ivoirienne survenu dans la nuit du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à la frontière nord du pays. Une communication sur les premières conclusions de l'enquête a été présentée en Conseil des ministres.
Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif? Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier. Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la Cannes dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger. Et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison de cette opération de mise en conformité de nos installations, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Prochain Conseil des ministres, le 6 octobre. Et ces infrastructures sportives censées justement accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023, parlons-en, les plateaux techniques sanitaires hôteliers, comment évolue leur mise en œuvre pour se faire sa propre idée de l'état d'avancement des travaux engagés. Le ministre François-Albert Amichia, président du COCAN 2023, après avoir visité les infrastructures de Korogo, Boaké, s'est rendu dans la capitale politique, Yamoussoukro, Koulibaly Seydou, Sébastien Rouillat. Le ministre François-Albert Amichia et sa délégation ont entamé cette visite par le terrain d'entraînement. Et c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, centre qui a accueilli le COCAN 2023. Le ministre Amichia a pu constater que de nouveaux vestiaires avaient été construits et la tribune rénovée. À l'INPHB Sud, le planting du gazon est fait sur l'aire de jeu qui attend d'être damé. La tribune et les vestiaires rénovés. Au stade annexe, les vestiaires ont pris forme et les ouvriers prépare le terrain à recevoir les premières semences de gazon. Un hors-d'œuvre après lequel le ministre Amichia s'est rendu dans le stade de compétition, une arène de 20 000 places en phase de finition. Le gros œuvre est achevé, mais beaucoup reste à faire, comme cela a été constaté lors de cette visite. Le studio télé et la salle de conférence ont besoin de quelques réaménagements. Les gradins et la piste d'athlétisme sont achevés. La pelouse laisse encore à désirer, même si elle n'est pas encore totalement prête pour la compétition. Mais l'enceinte majestueuse, dans son ensemble, a besoin de quelques réglages pour être aux normes internationales. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sosiasatom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Les structures sanitaires ont été aussi visitées par le président du COCAN 2023. Et c'est l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati, une structure qui présente un plateau technique intéressant avec ses 3 blocs opératoires, un service de cardiologie et un autre de réanimation. Au CHR de Yamoussoukro, Dr Assier Kofi Justine a fait le point de la situation au président du COCAN. Les réceptifs hôteliers, comme l'hôtel président, les résidences La Croisière,
le Royal Suite ou l'hôtel des parlementaires ont ensuite été visités par la délégation du COCAN. Au commentaire, Jean-Sylvain Esso quittant l'univers des stades et des pelouses en rénovation, direction Abidjan, où le Premier ministre Patrick Achi était depuis ce matin à la zone industrielle de Yopougon. Le chef du gouvernement y a procédé à l'inauguration du bureau régional du laitier néerlandais Friesland Campina, qui entend aux côtés du gouvernement asseoir un partenariat gagnant-gagnant pour la production locale de lait. Friesland Campina est le 5e groupe laitier mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros. On écoute le chef du gouvernement. Le marché des produits laitiers est en pleine croissance. L'inauguration de votre siège régional Afrique, couplée avec la célébration des 100 ans de présence de la marque Bonnet Rouge en Côte d'Ivoire et sa diffusion dans l'ensemble du sous-continent depuis Abidjan, vient incarner la confiance que vous placez dans la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens. Elle vient en outre, je veux le croire, récompenser les nombreux efforts du gouvernement en matière de réforme pour améliorer continuellement l'environnement des affaires et l'attractivité structurelle de notre pays. À travers ce nouveau siège et l'ensemble des investissements réalisés en Côte d'Ivoire ces dernières années, le groupe Friesland Campina donne ainsi un signal fort à l'ensemble des acteurs du secteur privé. Oui, 1000 fois oui, il est non seulement possible, mais stratégique, d'implanter des activités industrielles majeures en Côte d'Ivoire pour développer ensuite des activités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, Patrick Achi, chef du gouvernement. Cette cérémonie d'inauguration, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à Yamoussoukro, la capitale politique, un atelier bilan des élections présidentielles et législatives s'est tenu. Commission électorale indépendante et programme des Nations Unies pour le développement ont fait le bilan de leurs activités communes. Et vous le savez, certainement, le Burkina Faso, pays voisin et frère de la Côte d'Ivoire, subit régulièrement sur son sol des attaques terroristes fuyant ce contexte d'insécurité aux frontières. 1500 réfugiés burkinabés sont accueillis dans les localités frontalières de la région du Bounkani en quête d'un carré de paix et de tranquillité. Le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, s'est rendu à Bolé, une localité de cette région, pour porter assistance aux déplacés, munis de vivres et non-vivres et de moyens financiers qui lui ont été remis par le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. C'est ce que nous rapporte Ami Sissoko. Plus de 1500 Burkinabés à la recherche d'un havre de paix se réfugient à Bolé, Sissibo, Tougbo et Moro-Moro dans le département de Téni, région du Bounkani, sous la protection des forces de défense et de sécurité. Ils viennent généralement de Farakrosso et de Ali Bougou, environ 15 km au-delà de la frontière ivoirienne, fuyant les attaques et menaces terroristes. Il y a eu plusieurs enlèvements et autres. Nous avons décidé ensemble de fuir le village. Et depuis que nous sommes ici, nous avons été bien accueillis. Nous n'avons manqué de rien. Face à ce flux massif de réfugiés, le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, a fait le déplacement à Bolé dans la sous-préfecture de Tougbo, 12 km après Kafolo, où se trouve le plus grand nombre de déplacés, pour leur apporter compassion et solidarité du gouvernement. Il a également fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA au nom du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, région voisine du Bounkani. Toi-même qui es chef de famille, c'est toi ici, là, peut-être toi, tu as 20 personnes pour nourrir. S'il y a 40 autres, viennent s'ajouter. Et si on trouve quelqu'un comme ça pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup. Les déplacés sont dans des familles. Ils ne sont pas regroupés dans une école ou dans un centre quelconque. Ces populations n'étant pas préparées pour ce genre d'événements, il est bon que l'autorité apporte son soutien pour leur permettre de pouvoir accueillir convenablement et décemment ces populations, en tout cas les mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire. Il y a environ 4 mois, le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, était dans la même localité pour assister plus de 500 déplacés. Il a annoncé d'autres dons, notamment ceux du gouvernement. Et outre le terrorisme, une autre menace à laquelle doit faire face l'humanité, la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, mercredi 22 septembre 2021, 169 nouveaux cas de Covid-19 sur 3673 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 105 guéris et 9 décès. À la date du 22 septembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 59 408 cas confirmés, dont 56 995 personnes guéries, 583 décès et 1830 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 987 523. Le 21 septembre, 29 702 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 836 904 doses du 1er mars au 21 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et dans cette lutte contre la Covid-19, les médias jouent un rôle plus qu'important, celui de porter le message de la sensibilisation à l'effort national contre la maladie, mais aussi celui de donner l'exemple. À la RTI, depuis plus d'un mois, des séances de vaccination régulières contre la maladie sont organisées au bénéfice des agents qui auront d'ailleurs des kits sanitaires individuels. Le ministère de la Santé a remis à la direction générale de la RTI des masques et des gels hydroalcooliques. Reportage Didier Nguessan. 90 000 masques médicaux et 900 gels mains remis par le district sanitaire de Cocody-Bingerville à la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, pour le compte de ces 900 agents. Un don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui répond ainsi promptement à la sollicitation de son premier partenaire média. Il y a 56 000 personnes qui sont contaminées par la Covid. Et 53% sont sur les sites de la commune de Cocody. La RTI se trouve sur la commune de Cocody. Donc les 900 agents de la RTI sont aussi en danger, au même titre que les autres populations de cette commune. La RTI, résolument engagée dans la sensibilisation sur les mesures barrières contre la Covid-19, protège avant tout ses travailleurs. Ce don qui est fait va nous aider véritablement à atteindre nos objectifs en protégeant chacun des membres de notre personnel. Appelons chacun à se faire vacciner, appelons chacun à se protéger avec les masques que nous avons partagés, mettre à la disposition du personnel et de toutes les personnes qui viendront aussi pour nos différentes émissions. Eric Sekongo, assistant du directeur général, et Sis Hubesson, directeur des ressources humaines, et Alvo Assar, président de la mutuelle sociale des agents de la RTI, ont conduit les donateurs dans les locaux de l'infirmerie de la télévision pour une visite. À ce jour, la RTI enregistre plus de 1000 agents et familles vaccinés. Et on continue de parler de santé. Le ministre de la Santé, vous allez le voir en images, a inauguré la vitrine de la pharmacopée ivoirienne et le centre de documentation et d'information de l'Organisation mondiale de la santé, deux structures de la représentation de l'OMS en Côte d'Ivoire pour soutenir la promotion de la médecine traditionnelle ivoirienne et mettre à disposition des usagers des informations sur des questions de santé publique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de célébration de l'excellence. La commune de Marcory célèbre ses meilleurs élèves du primaire et du secondaire. C'était au foyer polyvalent de la commune, initiative du maire Abi Raoul et de son conseil municipal. Objectif, créer une saine émulation chez les apprenants. Théodore Zouzou, Godefroy Okambawa. Avec 15 de moyenne annuelle, Ange Evra Yao Yao du lycée moderne Vito Amagou, nouveau bachelier, est le meilleur des élèves du secondaire de la commune de Marcory. Il est suivi de Naomi Nguessan avec un peu plus de 14 de moyenne. Au primaire, cette distinction est revenue à Joseph Iman Touré de l'Estena Saint-Paul avec 163 points à l'entrée en 6e. Ils sont primés pour l'excellent travail abattu pendant l'année scolaire 2020-2021. Ça fait plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Le fait que je sois récompensée aujourd'hui par la mairie, ça me pousse encore à aller encore plus loin. Ce sont au total 150 élèves et écoliers du CP1 à la terminale de la commune de Marcory qui sont primés. Ils reçoivent tous des kits scolaires. Une initiative du conseil municipal pour redorer le blason de l'école dans une commune qui vient d'être dotée de 2 nouveaux collèges. Nous avons maintenant un nouveau ministre qui met l'accent sur les réformes. Parce qu'avec ces réformes-là, les enseignants, le ministre, le gouvernement, les maires, tous les élus
main dans la main, nous allons hisser l'école ivoirienne à un niveau un peu plus élevé qu'il doit. L'initiative Marcory récompense ses meilleurs élèves est saluée par les autorités éducatives de la commune. Je suis tellement fière de mes enfants, de mes enseignants qui font des efforts. Chaque fois, je leur demande de travailler. La preuve, on a fait 83,19%. Nous disons merci aux maires de nous appuyer dans l'éducation de nos enfants, de nous appuyer dans la recherche permanente de l'excellence. Les autorités municipales s'engagent à institutionnaliser cette action de portée sociale et surtout apporter un soutien aux familles démunies. Et puisqu'on parle d'éducation dans l'enseignement supérieur, c'est aussi l'heure de la rentrée 2021-2022 pour certains établissements comme l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, témoin de cette rentrée depuis Yamoussoukro, Kader Sogodogo. École supérieure d'agronomie, ESA, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Dans cette salle, des étudiants suivent un cours sur la transformation des déchets alimentaires. Parmi ces futurs ingénieurs, certains viennent de la Centrafrique, du Congo, du Bénin. Ils ont un seul objectif, acquérir une formation de qualité dans cette école prestigieuse. J'aimerais être un environnementaliste. Vu la formation que l'INP donne à ses élèves, j'aurai l'opportunité d'atteindre mes objectifs. Donc, je suis venue ici pour pouvoir avoir plus de connaissances afin de valoriser les déchets liquides qui ressortent des stations d'épuration des hôtels. Qu'ils soient guinéens ou encore sénégalais, ces étudiants, une fois le parchemin en poche, ont un seul objectif, apporter une valeur ajoutée au développement de leur pays respectif. Des enseignants qui ne tarissent pas d'éloges pour ces apprenants venus de si loin. Nous avons des étudiants étrangers qui se comportent très bien. Ils ont vraiment l'envie d'apprendre. Et entre eux et nos étudiants que nous avons, souvent c'est au niveau de l'accent que tu peux percevoir que l'autre il te vient par exemple d'un autre pays. Sinon, je crois que l'intégration est totale. Pour cette rentrée académique 2021-2022, ils sont au total 289 étudiants, dont 214 garçons et 75 filles, issus de 19 pays qui sont membres de la communauté INPHB. Leur recrutement obéit à une rigueur avérée. C'est d'abord une phase d'analyse de dossier. On prend les meilleurs dossiers et une fois que cette phase de sélection est faite, on recrute maintenant, on fait passer un examen écrit cette fois-ci, donc ça c'est la deuxième étape. Ils passent tous le même examen. On va pondérer finalement la moyenne et puis faire le classement et puis ils seront sélectionnés. La seule différence, c'est que pour les autres pays, on va fixer des quotas. On va essayer de prendre des quotas en fonction de nos capacités d'accueil. Travaux publics, mines et géologie, agronomie, management, sciences. Le développement de l'Afrique passe par une formation de qualité. En la matière, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, est pour eux la destination idéale. Reportage signé Kader Sogodogo. Les responsables et directeurs de communication d'entreprises publiques ont eu une rencontre avec la commission d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel. Il est possible pour eux de postuler à l'obtention de la carte de professionnel des médias. Occasion propice pour les différentes parties d'explorer quelques difficultés liées au secteur et les moyens d'y trouver des pistes de solutions. C'est ce que nous rapporte Franck Quadio. Salle de conférence de la commission d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels, CIJP. Le président de la commission paritaire rencontre les directeurs de communication d'institutions publiques. Les échanges portent sur les écueils rencontrés par ces derniers sur le terrain. En bonne place, la question de la gestion des faux journalistes sur les lieux de reportage. Et qui, en réalité, ne sont pas des journalistes, mais qui se retrouvent à tous les grands rendez-vous, à tous les grands reportages. Donc, nous avons décidé ensemble avec eux de déterminer un cadre de travail qui permettra donc d'éradiquer ce phénomène. Autre point abordé, l'attribution des cartes de journalistes et de professionnels de la communication. Une des grandes préoccupations des participants,
les dispositions légales permettant à certains d'entre eux de conserver leurs prérogatives d'anciens journalistes. Nous nous référons donc aux documents que les uns et les autres fournissent. Maintenant, si au sein de certains ministères, il y a des personnes qui sont, c'est vrai, des journalistes professionnels, mais qui exercent en tant que chargés de communication, ça, c'est vraiment pas à la commission de solutionner. Exhortation alors à se référer, entre autres, à la loi de 2017 qui détermine le statut de journaliste professionnel, une rencontre jugée riche en enseignements. Le statut de journaliste professionnel et de professionnel de la communication nous a été expliqué aujourd'hui. Nous avons besoin des journalistes professionnels dans tout ce que nous faisons pour donner de la visibilité à nos activités. Aujourd'hui, il y a une carte qui est disponible pour les professionnels de la communication qui sont chargés de communication dans les différents ministères. Et c'est le lieu d'informer aussi tous ces professionnels de la communication qui sont dans les ministères, qui exercent en tant que chargés de communication, directeurs de communication. La commission paritaire de l'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels entend multiplier ce genre de rencontres. Et puis l'actualité, c'est aussi ce regard particulier afin de suivre efficacement les différentes initiatives initiées en faveur de l'insertion des jeunes. Une plateforme verra bientôt le jour. Elle verra l'implication du secteur public et privé. Un atelier a été organisé dans la commune du Plateau par le Bureau de coordination des programmes et emplois et le Conseil des branches professionnelles pour faire une sorte de mise au point sur la progression de la mise en œuvre de ce projet. Michel Mombo nous en parle. Interconnecter le secteur public et le secteur privé pour mieux appréhender les questions liées à l'insertion des jeunes. Tout l'intérêt de cette plateforme en cours de réalisation. Une réponse à la problématique de l'adéquation formation-emploi. On a beaucoup de jeunes qui sont formés et qui ne trouvent pas d'emploi. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui recherchent des jeunes compétents et ils n'en trouvent pas. Donc on a structuré dans le cadre de cette réforme-là le secteur, l'économie nationale en ce qu'on appelle les branches professionnelles. Mais quand on a fait tout cela, on a fait une documentation, des données très intéressantes, mais il faut coller ça, mesurer ça par rapport aux besoins de l'emploi. Et pour le faire, il était bon que nous mettions tout cela dans une plateforme. Un outil de suivi efficace des différentes initiatives en faveur de l'insertion des jeunes. Les travaux de réalisation du dit projet avancent bien. La maquette a été conçue, c'est ce qui nous a été présenté ce matin, et je crois que c'est l'appui de l'Union européenne. Maintenant, il y a une phase pilote. Et la phase pilote va consister à quoi? À pouvoir avoir l'opérationnalisation. Par exemple, de cette branche professionnelle qui a été choisie, agriculture, foresterie, avoir des données, comment ça marche, est-ce que les gens sont formés sur une période donnée. Et on va évaluer. Donc si c'est bon, on va l'étendre à l'ensemble des branches professionnelles et éventuellement, donc, après cette phase de branche professionnelle, pour voir comment interconnecter les autres systèmes. La plateforme de concertation secteur privé, secteur public est à l'initiative de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Bureau de coordination des programmes emploi, BCP Emploi. Et puis, mesdames et messieurs, si vous avez déjà été touché par le syndrome de l'entrepreneuriat, alors vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante. Comment solliciter, mieux obtenir un financement bancaire? Véritable énigme dans l'univers des PME, tant les difficultés rencontrées pour obtenir le financement tant désiré sont énormes. Comme solution à ce problème, une séance de formation a été lancée par le collectif national des centres de gestion agréés afin de faciliter aux PME l'obtention de financement bancaire. On en parle avec Mahama Traoré. Une double mission est assignée au centre de gestion agréé. D'une part, aider les opérateurs économiques du secteur informel à se constituer en entreprise. D'autre part, conseiller la bonne gouvernance et le civisme fiscal aux entreprises déjà établies. Des entreprises très souvent confrontées à la question du faible accès au financement bancaire. Les PME ne bénéficient pas de financement de l'investissement. Très peu. En tout cas, celles que nous suivons. Elles ont besoin de financement de leur fonds de roulement. En termes d'actifs immobilisés, elles sont autour de 23 milliards pour un total bilan de 69 millions. C'est-à-dire que toute la différence, c'est leurs besoins. Ces difficultés de financement sont bien souvent dues à un manque de formation
Pour y remédier, le collectif national des centres de gestion agréés décide de renforcer les capacités des PME, petites et moyennes entreprises. Cette initiative bénéficie du soutien financier de la coopération allemande à travers le GIZ. La force de l'économie d'Allemagne, ce sont les PME. Et on a encore, par exemple, une base industrialisée de 25%. On a gardé cette force à cause des PME. Ils sont vraiment le cœur de notre économie. Cette rencontre a permis aux 300 PME invités de s'instruire sur les mécanismes de gestion et de déclaration fiscale. Dans l'actualité internationale au Soudan, après le coup d'État manqué de mardi, attribué par les autorités à des partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir, militaires et civils se renvoient la balle de la responsabilité de cette tentative de coup d'État. Le chef paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo reproche aux politiciens d'avoir négligé les citoyens et les services de base, trop occupés par leur lutte de pouvoir. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, chef de file de la composante civile de la transition, lui voit dans ce coup d'État avorté la preuve qu'il est nécessaire de faire avancer l'épineuse réforme du secteur de la sécurité. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.